Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Les morphotypes, vaste fumisterie ou outils indispensables en musculation? Eh bien c'est à cette question que je vous propose de répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est l'un des sujets les plus controversés en muscu. Les morphotypes existent-ils? Les morphotypes, vous savez, c'est cette classification des individus en trois grandes catégories de familles morpho-anatomiques, avec d'un côté du spectre les ectomorphes, c'est-à-dire les personnes grandes de taille et fines, de l'autre côté du spectre les endomorphes, c'est-à-dire les personnes plutôt petites et trapues, et au centre de l'axe les mésomorphes qui correspondent à la morphologie intermédiaire entre ces deux extrêmes. Au sein de la communauté du fitness et du bodybuilding, une guerre fait rage entre d'un côté les partisans de l'existence de ces trois grandes catégories de familles morpho-anatomiques et de l'autre côté les opposants farouches à leur existence. En général, la plupart des gens ont l'une ou l'autre des opinions suivantes sur la question des morphotypes. Soit d'un, ils considèrent que les morphotypes sont un outil absolument indispensable pour obtenir des résultats en nutrition et en musculation, soit de deux, ils en dénigrent totalement l'existence, considérant leur usage comme de la pure pseudo-science. Comme à chaque fois, pour celles et ceux qui me connaissent, ma position personnelle sur le sujet est beaucoup plus nuancée car pour moi la vérité se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Je la partagerai avec vous à la fin de la vidéo. Pour commencer, je vous propose de remonter un petit peu dans le temps aux origines sulfureuses de la théorie des morphotypes. À l'origine, le concept des morphotypes ne vient pas des sciences du sport, mais d'une étude de psychologie qui date des années 1940. Le but de cette étude, menée par le docteur américain William Sheldon, est ambitieux. Prouver l'existence d'un lien entre les traits physiques d'un individu et sa personnalité. Pour cela, Sheldon met au point une théorie, la théorie des somatotypes, où soma signifie corps en grec et type vient du latin typus qui signifie modèle ou image, avec la ferme intention de prouver qu'il serait possible de prédire le tempérament et le comportement d'un individu en observant simplement son physique. Dans un essai intitulé La variété des physiques humains, introduction à la psychologie constitutionnelle, Sheldon identifie ainsi trois types de somatotypes ou morphotypes qui sont 1. L'ectomorphe. Sur le plan morphologique, cette classe d'individus regrouperait toutes les personnes au corps longiligne qui possèdent des os fins, sont étroites de la taille et des épaules et généralement grandes et peu musclées. Sur le plan de la personnalité, les ectomorphes seraient des personnes cérébrales, plutôt solitaires, ayant une tendance à l'anxiété et à la timidité. Dans l'usage qui en est fait aujourd'hui en musculation, les ectomorphes sont considérés comme des personnes ayant du mal à prendre du poids et donc du muscle. Par contre, ils auraient une bonne capacité à rester secs du fait de leur métabolisme rapide. C'est le cas typique du hard gainer. 2. Le mésomorphe. Sur le plan morphologique, les mésomorphes seraient ceux que l'on doit a priori envier, car ils posséderaient une carrure assez large avec de gros os, des épaules carrées et une certaine facilité à prendre du muscle sans prendre trop de graisse. Sur le plan de la personnalité, on les associerait à un tempérament courageux, énergique, assertif et dominant. Naturellement athlétiques, les mésomorphes auraient donc les meilleures prédispositions en musculation, puisqu'ils seraient capables de bâtir du muscle rapidement tout en restant relativement secs. 3. L'endomorphe. Sur le plan morphologique, les endomorphes auraient pour leur part un corps bréviligne, un visage et un corps rond, des hanches larges et une tendance à gagner du poids facilement sous la forme de graisse. Sur le plan de la personnalité, les endomorphes seraient associés à un tempérament sociable, complaisant et extraverti, cherchant leur confort avant le reste. En musculation, la capacité des endomorphes à construire du muscle serait considérée comme moyenne, le principal problème de ce morphotype étant de réussir à ne pas gagner trop de graisse en raison de la lenteur de son métabolisme. À première vue, cette thèse paraît bien entendu très suspecte. Comment peut-on en effet affirmer que les traits de caractère d'un individu sont avant tout déterminés par sa constitution physique ? Sheldon pousse d'ailleurs sa réflexion encore plus loin puisque pour lui, le physique d'une personne ne détermine pas que son caractère, il déterminerait également sa destinée sociale. Historiquement, l'on sait que les théories fumeuses de ce genre ont donné naissance aux pires ignominies, comme en Allemagne nazie, où les théories eugéniques décrivaient les Aryens comme une race supérieure de grands, blonds, vaillants et patriotiques, et les Juifs comme une sous-race de petits personnages au nez crochu, cupides et sans vergogne, dans le seul but de légitimer leur extermination. En plus de ces théories déterministes borderline racistes, les méthodes utilisées par Sheldon dans son étude ont également fait l'objet d'une forte controverse d'un point de vue éthique, car d'un, sa méthodologie était uniquement descriptive, et de deux, elle se basait sur l'observation des photos d'étudiants nus auxquels il n'avait pas demandé le consentement préalable. Pas surprenant donc que sa théorie des somatotypes se fasse rejeter vertement par la communauté scientifique de psychologie de l'époque et qu'elle continue de l'être de nos jours. La revanche des somatotypes. Les somatotypes sont donc morts aussi vite qu'ils étaient nés.
Étonnamment, ils vont refaire surface environ 25 ans après dans un domaine n'ayant rien à voir avec la psychologie, les sciences du sport, le somatographe de Heath et Carter. Considérant que la plupart des individus sont un mélange des 3 somatotypes, les auteurs Parnell, Heath et Carter reprennent les travaux de Sheldon au milieu des années 60 dans le but de les rendre plus crédibles. Dans leur ouvrage intitulé Somatotype, développement et application, ils créent une méthodologie qui permet d'évaluer numériquement le morphotype d'un individu sur la base de nombreuses mesures du corps. Dans la formule Heath-Carter, le somatotype d'un individu à un instant T est représenté par une combinaison de 3 chiffres qui correspondent à son degré d'endomorphie, de mésomorphie et ou d'ectomorphie sur une échelle de 1 à 7. Par exemple, si vous êtes parfaitement mésomorphe, vous avez la répartition suivante. 0, 7, 0. Si vous êtes parfaitement ectomorphe, vous avez un score de 0, 0, 7. Et enfin, si votre physique se situe exactement à mi-chemin entre celui d'un mésomorphe et celui d'un endomorphe, vous avez le score suivant, 3,5, 3,5, 0. Comme vous pouvez le constater, la méthode de Heath-Carter a donc le mérite d'apporter de la nuance au morphotype de Sheldon. Dans le modèle qu'il propose, les possibilités en termes de morphotype sont en effet beaucoup plus nombreuses. Vous pouvez très bien être mésomorphe-ectomorphe, c'est le cas typique du mec au corps super athlétique, comme être ectomorphe-endomorphe, c'est le cas classique du skinny fat. De fait, la plupart d'entre nous possédons un somatotype central ou dominant. Le mien, par exemple, c'est l'ectomorphisme, et un somatotype secondaire, le mésomorphisme dans mon cas. En cela, le modèle des morphotypes de Heath-Carter résout 2 des principaux reproches adressés au modèle de Sheldon. D'un, en tant qu'outil anthropologique, sa flexibilité en fait un instrument de classification hautement personnalisé des individus en fonction de leur morpho-anatomie et de leur composition corporelle. De 2, en tant que modèle évolutif, ce modèle prend le contre-pied total du déterminisme du modèle de Sheldon qui condamne les individus à un morphotype à vie. Dans son modèle originel, Sheldon classe en effet les individus dans une seule des 3 catégories de manière absolue et définitive, alors que dans leur modèle, Heath et Carter soutiennent qu'un individu peut changer de composition corporelle au fil du temps en fonction de son mode de vie. Vous pouvez par exemple très bien commencer avec le morphotype d'un ectomorphe, puis évoluer avec les années d'entraînement et d'efforts alimentaires vers un physique mésomorphe de bodybuilder. Et cet aspect est fondamental car cela signifie que même si vous avez hérité d'un morphotype dominant désavantageux, vous n'êtes pas condamné à le garder durant le restant de vos jours et pouvez en changer pourvu de faire les efforts nécessaires. Que dit la science au sujet des morphotypes ? Au cours des 50 dernières années, les scientifiques ont cherché à évaluer la corrélation entre les somatotypes et plusieurs traits et marqueurs de santé. Ils se sont notamment penchés sur des questions comme: existe-t-il une association entre somatotype et personnalité ? Désolé Mr. Sheldon, mais la réponse est non. Les ectomorphes ou individus au physique ectomorphe ne sont pas les seuls à être de nature timide et réservée. De même, les mésomorphes ou personnes au physique de type mésomorphe ne prennent pas nécessairement plus de risques que les endomorphes ou que les ectomorphes. En d'autres termes, notre physique et notre personnalité sont distincts. Même si certaines corrélations peuvent exister, notre corps n'influence pas nécessairement notre personnalité et vice-versa. Notre personnalité est davantage le produit de notre environnement et de notre conditionnement. Existe-t-il une association entre somatotype et génétique ? Et la réponse est oui. Sur la base d'études ayant examiné des jumeaux identiques, nous savons que la mésomorphie et que l'ectomorphie sont toutes deux fortement conditionnées par la génétique. Toutes deux dépendraient en effet à environ 70% de notre capital génétique. L'endomorphie pour sa part le serait aussi, mais de manière beaucoup moins marquée, à hauteur de 30% seulement. À titre de comparaison, notre taille serait déterminée à 80% par le facteur d'hérédité. Existe-t-il une association entre les somatotypes et la performance sportive ? Et la réponse est de nouveau oui. La littérature scientifique semble notamment corréler la mésomorphie à une variation du gène associée à la puissance ACTN3 qui code pour les fibres musculaires à contraction rapide. Les mésomorphes ont généralement plus tendance à avoir ce gène rapide que les 2 autres familles de morphotypes, ce qui explique peut-être pourquoi la plupart des sprinteurs sont mésomorphes. D'après la recherche aussi, les coureurs de marathon d'élite auraient pour leur part tendance à être ectomorphes, tandis que les champions de sumo auraient plutôt tendance à être endomorphes. Devez-vous vous entraîner en fonction de votre morphotype ? J'aurais tendance à penser que oui. De fait, nous savons que la morphologie d'un athlète est un facteur clé de sa performance dans sa discipline. Les études montrent par exemple que vous avez plus de chances de réussir professionnellement en musculation si vous êtes petit. Inversement, vous aurez probablement plus de mal à devenir joueur professionnel de basket si vous faites moins d'1m60. Trouver des outils pour quantifier vos traits morpho-anatomiques de manière pertinente est donc essentiel pour réussir à performer dans votre discipline.
Et en musculation, c'est la même chose. L'avantage de connaître votre morphotype, c'est que vous pouvez ensuite adapter votre pratique autour de vos traits morpho-anatomiques pour atteindre votre objectif de croissance musculaire. Les paramètres que vous devez prendre en compte sont nombreux. Effet de levier, insertion musculaire, métabolisme, etc. etc. Identifier les caractéristiques de votre morpho-anatomie est donc la première étape de construction de votre programme d'entraînement. Cette personnalisation est indispensable pour 1. Ne pas vous blesser, 2. Développer un physique harmonieux, 3. Progresser plus vite et 4. Enfin, répartir au mieux votre temps et votre énergie. Sous cet angle, la classification en morphotype devient un outil de personnalisation précieux dans la mesure où elle part du principe vrai que nous ne réagissons pas tous de la même manière au même programme d'entraînement. Autant je peux par exemple tout prendre dans les épaules quand je fais des pompes en raison entre autres de la longueur de mes bras, autant pouvez-vous avoir du mal à les développer sur cet exercice car vous avez des bras courts. En revanche, vous aurez peut-être beaucoup plus de facilité que moi à développer vos pectoraux en faisant régulièrement cet exercice. Pour mieux stimuler mes pecs sur cet exo, je devrais donc accentuer le mouvement d'adduction de mes bras quand je pousse, alors que pour travailler votre deltoïde antérieur, vous devrez probablement opter pour une autre variante de pompe comme les pompes en V. En somme, identifier votre morphotype dominant est un moyen de mieux comprendre les forces et les faiblesses de votre morpho-anatomie et donc d'optimiser votre programme d'entraînement. Ceci dit, votre morphotype n'est pas le seul paramètre dont vous devez tenir compte pour élaborer votre programme. Votre âge, vos objectifs, votre historique d'entraînement, votre passif en termes de blessures, vos compensations posturales sont tout autant de facteurs à prendre en compte lorsque vous le mettez au point. Mot de la fin. En mon sens, le débat sur l'existence ou non des morphotypes est un faux débat. Prenons un peu de recul et considérons ce modèle pour ce qu'il est, à savoir un simple outil d'évaluation parmi tant d'autres et non une théorie fumeuse de classification absolue des individus. Les morphotypes représentent tout bonnement les trois extrêmes qui existent en termes de morpho-anatomie. Or, la vaste majorité d'entre nous sommes un mélange unique de ces trois modèles. Il n'existe pas de gènes qui vous définissent en tant qu'ectomorphe, que mésomorphe ou qu'endomorphe. Votre morphotype n'est pas gravé dans le marbre et vous n'êtes pas non plus condamné à garder le même morphotype à vie. Pour preuve, j'ai commencé la musculation avec un physique que l'on pourrait qualifier d'ectomorphe pur. Et aujourd'hui, après 16 années d'entraînement acharné et de discipline alimentaire, je pense que l'on pourrait me qualifier de méso-ecto. Comme votre poids, votre morphotype peut donc évoluer au fil du temps en fonction de vos habitudes de vie. Corollaire de cet état de fait, vous n'avez donc pas le droit d'utiliser l'excuse de votre morphotype désavantageux pour justifier pourquoi vous n'arrivez pas ou n'êtes pas arrivé à atteindre vos objectifs. Quant aux antimorphotypes, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que la théorie des somatotypes de William Sheldon est fumeuse qu'il faut rejeter d'emblée le modèle des morphotypes proposé par Rice et Carter. Ce modèle conceptuel ne sert en réalité qu'à décrire de manière plus ou moins fidèle la silhouette et la composition corporelle d'un individu, rien de plus. Un peu à la manière de l'IMC, les morphotypes constituent un outil d'évaluation à la fois visuel et numérique, simple à utiliser et qui plus est gratuit, ce qui le rend accessible à tous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que plus de 80 années après leur naissance, les morphotypes continuent de rendre service en tant qu'outil anthropologique dans les sciences du sport, notamment pour détecter les futurs talents parmi les jeunes athlètes. Et de mon point de vue, ils devraient continuer à l'être tant qu'ils demeurent un moyen et non une fin au service des objectifs du plus grand nombre. Pour cette vidéo les amis, je me suis inspiré dans les grandes largeurs d'un article de Maxime du site Biceps de Maigriot que je remercie de nouveau pour sa générosité. Je vous invite expressément à aller faire un tour sur son site si vous voulez plus d'informations sur le sujet. En attendant, que vous croyez ou non en l'existence des morphotypes n'est pas la question. Il ne s'agit pas tant en effet d'une affaire de croyance que d'une question de pratique. La vraie question que je vous pose à cet effet est donc la suivante. Pensez-vous qu'il soit pertinent de parler de morphotype en musculation et dans le cas contraire, quel terme me proposeriez-vous pour décrire sommairement le physique d'un individu? Je vous invite à me répondre de manière argumentée en commentaire. Sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager un maximum et de vous abonner à ma chaîne. Et la petite cloche les amis, n'oubliez pas de l'activer, c'est important car si vous vous êtes abonné sans l'activer, vous allez certes faire gonfler les statistiques de ma chaîne mais pas profiter de mes conseils pour faire gonfler vos muscles. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.